Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de résumer la grande rivalité qui existe entre le Pakistan et l'Inde. Je pense que la question la plus difficile sera de définir qu'est-ce qu'est l'Inde, car c'est aussi bien le nom d'un pays et le nom d'une ère culturelle. Je vais donc tenter de définir tous ces termes avant de passer à l'histoire de cette rivalité, tout ça dans plusieurs petits chapitres. Chapitre 1, le sous-continent indien. Cette grosse péninsule que vous voyez là, et qui est séparée du reste de l'Asie par les grandes chaînes de montagnes au nord, est appelée péninsule indienne, mais on l'appelle aussi sous-continent indien, car c'est tellement grand. C'est aussi un espace culturel, mais qui est difficile à définir là encore. On va donc le voir d'un point de vue linguistique. Aujourd'hui, parmi les grandes familles de langues, il y a celle des langues indo-européennes, et dont on trouve le groupe des langues indo-iraniennes. Ce groupe indo-iranien est divisé en deux familles, les langues iraniennes à l'ouest et les langues indiennes à l'est. Ces langues indiennes sont le socle commun à cette culture indienne. Pour être plus précis, on les appelle les langues indo-aryennes, pour ne pas confondre avec les langues parlées en Inde en général. Les langues indo-aryennes sont les langues les plus orientales du groupe indo-européen. Elles sont parlées dans presque tout le sous-continent indien. Elles occupent surtout le nord. En revanche, au sud, on trouve les langues dravidiennes. Parlées dans le nord de la péninsule à l'origine, elles ont été repoussées par l'arrivée des peuples indo-aryens. Qu'en est-il du nom Inde ? Inde est un exonyme, c'est-à-dire un nom provenant des étrangers. Il existe un fleuve qui s'appelle Sindhu, et les Persans qui sont voisins ont appelé ce fleuve Indus. Et par extension, ils ont défini que la civilisation qui habitait dans la vallée de ce fleuve, c'était la civilisation Indus. Quand les Grecs sont arrivés, ils ont appelé India. Ce nom a été repris par les Romains, puis par les Européens en général, le nom local étant Bharat. Le mot Inde est donc utilisé pour désigner toute cette région où vivent ces populations qui partagent la même famille de langues, les langues indo-aryennes, et partagent la même religion, l'hindouisme. Mais cette région ne sera jamais vraiment unifiée sous un même pays. Ensuite, au Moyen-Âge, les Arabes arrivent, et ils vont commencer à ramener l'islam dans le sous-continent indien. Islam qui va continuer son expansion dans tout le nord du pays. Au XVIIIe siècle, les Britanniques commencent leur colonisation en Inde, et au XIXe siècle, ils enchaînent les victoires et récupèrent petit à petit l'ensemble du sous-continent indien, à part quelques petits comptoirs européens. Et c'est ainsi qu'est créé le Raj britannique, et qui compose de nombreux territoires. On peut tout simplement appeler ça l'Inde britannique. Chapitre 2, le Raj britannique. En 1930, voilà à quoi ressemble le Raj britannique. À cela, il faut ajouter l'île de Ceylan, qui est une colonie britannique à part et dans laquelle sont intégrées les Maldives. Maintenant, je vais répondre à deux questions. Première question. Est-ce que les Britanniques ont colonisé l'ensemble des territoires de langue indo-aryenne ? La réponse est non. Alors si on ne prend pas en compte les petits comptoirs européens, il existe un autre territoire où la langue principale est une langue indo-aryenne et qui n'a pas été colonisé par les Britanniques. C'est le Népal tout simplement. Le Népal ayant été un pays très fermé, il n'a pas été colonisé, le népalais est la principale langue du pays, une langue indo-aryenne comme dit précédemment. Deuxième question. Est-ce que les Britanniques ont colonisé autre chose que des territoires de langues indo-aryennes au sein du Raj britannique ? Eh bien oui. Dans le Raj britannique, on compte 3 autres familles de langues. On compte bien sûr au sud les langues dravidiennes. Elles forment une famille linguistique à part, qu'on ne peut intégrer dans aucune autre famille plus grande. Elles sont intégralement colonisées par les Britanniques, en dehors des comptoirs européens. On compte aussi les langues iraniennes, cousines des langues indo-aryennes. Ces langues iraniennes se trouvent à l'ouest. Les Britanniques ont en effet continué leur expansion en dehors de l'ère culturelle indienne. Ils ont notamment pris des territoires qui appartenaient à l'Afghanistan, et où on parlait le pashtun, une langue iranienne. Et on compte aussi des langues tibéto-birmanes, des langues plutôt tibétaines au nord et plutôt birmanes à l'est. Maintenant regardons les religions. C'est un peu plus éparpillé, mais on peut dire dans les grandes lignes qu'au nord, il y a eu une grande influence musulmane qu'on ne trouve pas au sud. C'est là qu'il y a eu le sultanat de Delhi par exemple. On trouve donc beaucoup de musulmans. Ailleurs dans le pays, c'est l'hindouisme qui prévaut, et on a des religions bouddhistes, notamment là où il y a des langues tibéto-birmanes. On trouve aussi d'autres communautés, notamment catholiques, mais ça c'est dû à la colonisation portugaise surtout. Le premier grand changement au sein de ce territoire a lieu en 1937. Les Britanniques décident de séparer le territoire de langue birmane du reste du Raj britannique. Et c'est assez logique, car ce n'est pas le même peuple ni la même religion. La Birmanie britannique est ainsi créée. Maintenant, parlons des musulmans. Ils sont une grande communauté dans le Raj britannique, mais ils sont tout de même minoritaires. Et c'est dans ce cadre qu'est créée la Ligue musulmane en 1905. Elle a pour objectif de défendre les droits des Indiens musulmans. Cette ligue a donné naissance à de véritables mouvements théoriques et politiques sur la notion de nation indienne. Chapitre 3. L'Inde est-elle une nation ? Comme on a pu le voir, il est difficile de parler de nation indienne vu que l'Inde a toujours été constituée de nombreux États,
et surtout parce qu'il y a différentes familles linguistiques. La principale différence est celle entre les Indiens du Nord qui parlent des langues indo-aryennes et ceux du Sud qui parlent des langues dravidiennes, deux familles qui n'ont aucun lien. Ce qui rassemble ces populations, on pourrait dire que c'est l'hindouisme, présent partout sur le territoire. Sauf que même pas, le nord de l'Inde a été islamisé et de nombreux Indiens sont devenus musulmans. L'idée qui ressort est celle de créer un État indien unifié, mais il y a plusieurs problèmes. Le premier est linguistique, des peuples très différents vont se sentir exclus. L'autre est religieux, car une Inde unifiée veut dire une Inde majoritairement hindouiste, les autres religions seront des minorités. Pendant la colonisation britannique, les hindous sont avantagés par rapport aux musulmans, ce qui crée encore plus d'inégalités. Les musulmans ont donc intérêt à éviter d'être dans un État unifié. On réfléchit donc à la théorie des deux nations. Et si on créait deux pays indiens, dont un pour les musulmans? Muhammad Ali Jinnah est considéré comme le défenseur de la création d'une entité politique à part pour les musulmans. Il vient de Karachi, et sa langue est le Gujarati, une langue indo-arienne. Ayant une grande influence, il arrive jusqu'à la fin à imposer son idée d'un État musulman. Chapitre 4, le partage des Indes. En 1947, il a donc fallu tracer les frontières des territoires musulmans qui formeraient un État à part. Ça a été complexe. Cyril Radcliffe est l'avocat britannique engagé pour délimiter la frontière entre l'Inde laïque et l'Inde musulmane. Le plus compliqué a été le Pendjab, une province où une partie est musulmane et l'autre est hindoue. Le Bengale aussi pose problème, il y a les deux communautés. Radcliffe sépare la province en deux. Pour ce qui concerne les autres provinces, elles sont généralement intégralement placées d'un côté ou de l'autre de la frontière. On a donc deux Indes, mais pour d'autres provinces c'est encore différent. L'État de Kalat ne veut intégrer aucun territoire, mais il sera annexé rapidement par l'Inde musulmane, car il en est encerclé. Mais nous avons surtout deux cas intéressants et opposés. L'État de Hyderabad, où la population est hindoue, mais le gouverneur est musulman. Et le Cachemire, où la population est musulmane, mais le gouverneur hindou. Ces deux États veulent donc rester indépendants. Le 15 août 1947, les deux États indiens sont donc promulgués indépendants et reconnus par le Royaume-Uni. Le plus grand est appelé Inde, tout simplement, c'est un État laïque. Le second se trouve un nouveau nom, c'est le Pakistan, qui est divisé en deux. Le nom Pakistan avait été inventé dans les années 30 à partir des initiales des principales provinces musulmanes. Le P comme Punjab, le A comme Afghani, le K comme Cachemire, le I comme Indus, le S comme Sindh, Indus et Sindh sont des synonymes, la fin fait référence au Baloutchistan. Et en tout ça forme le mot Pakistan, le stan des Pakis, soit le pays des purs. Il y a donc à la fois une sorte de jeu de mots avec les initiales. Le Pakistan est vraiment le seul pays au monde dont le nom est un acronyme, c'est assez original. Évidemment, tout n'était pas si simple, il y avait beaucoup d'Indiens musulmans d'un côté, d'Indiens hindouistes de l'autre, ces populations étaient déplacées, on estime à plus de 10 millions les déplacés en 1947. Chapitre 5, les guerres entre l'Inde et le Pakistan. Évidemment, les deux pays ne vont pas réussir à se mettre d'accord sur plusieurs points, et ce dès 1947. La principale question, c'est le Cachemire, dont le gouverneur n'a pas su choisir entre les deux unions. Le Pakistan considère que le Cachemire doit lui appartenir, car c'est peuplé par des musulmans. Il décide d'envahir le territoire. Le Cachemire appelle à l'aide, et l'Inde doit venir le protéger. C'est la première guerre pakistano-indienne. L'ONU propose un partage de la province en 1948, on a donc deux provinces, une pakistanaise d'un côté, et une indienne de l'autre. Un référendum est prévu pour laisser le choix au peuple, mais il ne sera jamais organisé. La même année, en septembre 1948, est lancée l'opération Polo. L'Inde annexe l'État de Hyderabad. En 1949, le Bhoutan, ancienne colonie britannique qui était protectorat indien, accède à l'indépendance. Le Bhoutan est peuplé de Tibétains, ils ne parlent donc pas des langues indo-ariennes, de plus ils sont bouddhistes. En 1950, l'Inde devient une république, c'était un royaume du Commonwealth britannique jusqu'alors. Au début des années 50, les comptoirs français, dont Pondichéry, sont rendus à l'Inde. Il ne reste plus que les comptoirs portugais comme territoires européens en Inde. La ville de Goa, portugaise, est annexée lors de l'invasion de Goa en 1961. Il faudra attendre 1975 pour que le Portugal cesse de revendiquer les territoires. En 1956, le Pakistan est devenu une république, avant c'était un royaume du Commonwealth britannique. En 1958, le Pakistan subit un coup d'État, le général Ayub Khan prend le pouvoir et impose une dictature militaire. Le gouvernement devient pro-américain, une base militaire américaine est même construite sur le territoire pakistanais, le Pakistan devient en quelque sorte une base avancée juste à côté de l'Union soviétique. C'est très stratégique. En 1961 est créé le mouvement des non-alignés. Suite à différentes réunions dans les années 50 entre pays qui ne veulent pas être partisans ni des soviétiques ni des américains, l'Inde intègre ce mouvement en étant un des principaux pays, avec l'Indonésie et la Yougoslavie. En 1962, c'est contre la Chine que l'Inde doit faire face.
Les deux pays se disputent des territoires dans le plateau tibétain. Le territoire de l'Aksai Chin devient chinois en octobre 1962. L'Inde continue à le revendiquer encore aujourd'hui. En 1963, le Pakistan fait un accord avec la Chine. Il reconnaît l'annexion de l'Aksai Chin et lui donne même un petit morceau de Cachemire. En 1965, le Pakistan lance une opération pour tenter de créer des rébellions en territoires indiens du Cachemire. Ça crée un conflit, la deuxième guerre indo-pakistanaise. Le Pakistan compte sur l'aide américaine, mais les États-Unis ont tout de même intérêt à ce que les deux pays restent en paix. La Chine soutient le Pakistan. C'est finalement l'Union soviétique qui s'occupera de la résolution du conflit en faisant signer des accords aux deux pays indiens. Mais du coup, pourquoi ce Cachemire intéresse-t-il tant? On le sait, sa population est mixte, musulmane, hindoue, mais le plus important, c'est que c'est de là que vient la source du fleuve Indus. Et le Pakistan est totalement dépendant de ce fleuve. Le glacier du Siachen est la source du fleuve et pour le moment, il n'appartient à aucun des deux pays. Il est censé être aux deux à la fois. Bon, maintenant pour le Pakistan, il y a un autre problème. Comme vous pouvez le voir, le pays est divisé en deux, le Bengale étant une province à moitié musulmane. La partie musulmane a intégré le Pakistan. On l'appelle le Pakistan oriental, et cette partie désire plus de pouvoir au sein du Pakistan, ou du moins plus d'autonomie. La Ligue Awami revendique l'indépendance du Bengale. En 1969, le général Ayub Khan, celui qui avait fait le coup d'État, est obligé de démissionner. Son régime militaire est impopulaire et n'a fait que renforcer tout mouvement contestataire, dont ceux indépendantistes du Bengale. En 1970, la Ligue Awami gagne les élections nationales. En effet, les habitants du Pakistan oriental représentent 45% de la population. Ils ont donc une grande influence sur le vote. Sachant que les populations iraniennes du Pakistan occidental ont soutenu cette ligue aussi, le régime pakistanais ne veut pas reconnaître les résultats et décide d'intervenir militairement au Bengale. C'est le début de la guerre de libération du Bangladesh, en mars 1971. L'Inde soutient les indépendantistes évidemment. En décembre 1971, afin d'en terminer avec cette guerre, l'Inde décide d'intervenir directement et de combattre le Pakistan. C'est la troisième guerre pakistano-indienne. Le 16 décembre 1971, le Bengale pakistanais est indépendant sous le nom de Bangladesh. Le 18 mai 1974, dans le désert à Pokhara, le Bouddha souriant explose sous terre. C'est le premier essai nucléaire de l'Inde. C'est donc officiel, l'Inde détient l'arme atomique après plusieurs années de recherche. Officiellement, l'Inde a déclaré que c'était un essai non militaire, mais purement pacifique pour la recherche scientifique et le développement de centrales nucléaires. En 1984 commence un nouveau conflit. Revenons au glacier de Siachen, que j'avais cité plus tôt. Officiellement, aucun pays ne le contrôle, car il est à une très haute altitude. Eh bien, cette année-là, l'Inde lance l'opération Meghdout, tout en sachant, d'après les services d'espionnage, que le Pakistan avait la même idée en tête. Entre 1984 et 2003, il y a eu des séries d'escarmouches pour ce glacier. On parle du conflit de Siachen. Entre le 11 et le 13 mai 1998, l'Inde décide de faire de nouveaux essais nucléaires. L'Inde est une puissance nucléaire, ça on le savait déjà depuis les essais de 1974. Ce qui est surprenant, c'est que quelques jours plus tard, le Pakistan fait à son tour des essais nucléaires en réponse. Le Pakistan annonce donc qu'il était lui aussi une puissance nucléaire, mais on ne sait pas depuis combien de temps il était. La dernière grande guerre entre l'Inde et le Pakistan est le conflit de Kargil, non loin du glacier de Siachen. Encore une fois, c'est l'Inde qui gagne. Le conflit est à très haute altitude, la plus élevée pour une guerre. En 2001 a lieu l'attentat du Parlement indien, les services secrets pakistanais sont soupçonnés. Les deux pays déploient des troupes au Cachemire et s'affrontent. La tension est élevée quand on sait que les deux pays détiennent l'arme nucléaire. Les violences s'arrêtent le 10 juin 2002. Et il y aura deux autres escalades des violences entre les deux pays, toujours au Cachemire, en 2008, puis en 2019. Chapitre 6, les deux pays aujourd'hui. Après avoir vu tous les conflits, j'en profite pour faire un tour d'horizon des deux pays d'aujourd'hui. Les deux pays sont donc héritiers du Raj britannique. En plus de l'anglais, langue de la colonisation qui devra à terme disparaître, les deux pays ont l'ourdou et l'hindi comme langue officielle. L'ourdou au Pakistan est écrit avec l'alphabet arabe et un vocabulaire influencé par le persan. L'hindi en Inde est écrit avec l'alphabet Devanagari. Mais sinon, ces deux langues sont la même langue. N'oublions pas que c'est le même peuple, seule la religion change. Au Pakistan, on peut dire que 80% de la population est indo-aryenne, le reste étant surtout des Iraniens. Quand je parle d'indo-aryens et iraniens, c'est un point de vue ethnique. En Inde, c'est un peu les mêmes proportions. Presque 80% de la population est d'ethnie indo-aryenne, et les 20% restants sont surtout des Dravidiens. Pour ce qui est de la religion, au Pakistan, plus de 95% de la population est musulmane. Ce qui est clair, c'est bien un État créé pour les musulmans. En Inde, c'est beaucoup plus varié, 80% de la population est hindoue, et 15% est musulmane.
Les deux pays ont donc environ la même population de musulmans, un peu plus de 200 millions au Pakistan et un peu moins en Inde. Depuis 2014, Narendra Modi est le Premier ministre de l'Inde. Il est membre du Bharatiya Janata Party, qui est le principal parti de droite. Ce parti a toujours été un peu islamophobe et pro-hindou. Au Pakistan, historiquement, il y a deux partis. Un plutôt de gauche, le Parti du peuple pakistanais, et un plutôt de droite, la Ligue musulmane du Pakistan. Mais depuis 2018, c'est le Mouvement du Pakistan pour la justice qui est au pouvoir. Un parti ambigu idéologiquement, qui se voulait progressiste et qui tend vers le nationalisme. Dans tous les cas, des deux côtés, il y a des partis politiques nationalistes au pouvoir et les tensions avec le pays voisin sont utiles pour l'obtention des voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous avez aimé.